Nichée dans la mystérieuse chaîne de montagnes du Karakoram, au nord du Pakistan, se trouve la vallée de Hunza. Au-delà de ses paysages à couper le souffle et de ses habitants chaleureux, la vallée de Hunza est renommée pour sa culture alimentaire unique, ainsi que pour ses aînés à la longévité exceptionnelle. Rejoignez-nous pour un voyage culinaire captivant à travers les saveurs et les traditions de la vallée de Hunza. La vallée de Hunza, également surnommée le Shangri-La du Pakistan, offre un harmonieux mélange de beauté naturelle et d'héritage culturel vibrant. Située dans le nord du Pakistan, dans la province du Gilgit-Baltistan, la vallée de Hunza est une terre de majestueuses montagnes. Avec de nombreux sommets de plus de 6000 mètres, dont le 27e plus haut sommet au monde, le Rakaposhi, qui atteint 7788 mètres. La vallée de Hunza est une mosaïque de cultures diverses, de traditions profondément enracinées et d'un riche patrimoine. À bien des égards, Hunza semble être un pays à part du reste du Pakistan. Hunza était autrefois un état princier qui occupait une position stratégique sur l'ancienne route de la soie, bordant le Xinjiang, région autonome de Chine, au nord-est, et le Pamir au nord-ouest. Cet état a survécu jusqu'en 1974, date à laquelle il a finalement été dissous et intégré au Pakistan. Pendant des siècles, la région a été un carrefour pour les cultures, les marchandises et les religions. Bien que maintenant principalement musulmane ismaélienne, la région a été pendant des siècles un bastion du bouddhisme et de pratiques chamaniques. Au fil des siècles, la vallée a été le témoin de migrations massives, de conflits et de l'installation de diverses tribus et ethnies, ce qui a entraîné une surprenante diversité de langues et de cultures dans la région. Les groupes ethniques prédominants comprennent les Borouchos, aussi appelés Borouchki, qui habitent ces terres depuis le plus longtemps, ainsi que les Wahris, apparentés aux Tadjiks, venus du corridor de Waran dans l'Afghanistan et le Tadjikistan actuel. Et enfin, les communautés Shina, qui se sont étendues jusqu'à la région de Gilgit depuis leur lieu d'origine, dans le nord de la province actuelle de Kepike, aux alentours du 9e ou 10e siècle après Jésus-Christ. La vallée est généralement divisée sur le plan linguistique et culturel en 3 parties. Le Bas Hunza, où vivent les communautés Shina, le Hunza central, principalement habité par les Borouchos, et le Haut Hunza, peuplé en grande partie par les Wahris. Les Borouchos, qui représentent la majorité de la population de la vallée, sont particulièrement intéressants, car leur langue est un isolat linguistique, c'est-à-dire qu'elle n'est liée à aucune autre langue connue. Selon la légende locale des Borouchos, les habitants de Hunza descendraient de 3 villages appelés Baltit, Ganesh et Altit, qui ont été fondés par des soldats de l'armée d'Alexandre le Grand. Il s'agit d'une légende commune à une grande partie de l'Afghanistan et du nord du Pakistan, mais qui n'est malgré tout pas confirmée par des preuves génétiques ou historiques actuellement. De nos jours, les différences de mode de vie et de culture entre les 3 groupes se sont amenuisées, et l'ensemble de la population est uni par une histoire commune, ainsi qu'une foi et un mode de vie partagé. En effet, 99% des habitants de Hunza sont musulmans chiites. Que ce soit en termes de langue, de situation géographique, de culture, de religion, d'histoire ou d'architecture, tout distingue Hunza. Mais ce qui la rend célèbre dans le monde, c'est sa réputation en tant que lieu abritant la célèbre fontaine de jouvence. On dit que les habitants de Hunza sont immunisés contre le cancer et les maladies chroniques. Les maladies cardiaques, les AVC et même le cancer du poumon semblent ne pas exister là-bas. De nombreux scientifiques ont essayé de découvrir les raisons derrière cette immunité et ont développé différentes théories. L'un des facteurs qui semble le plus étayé et défendu par la communauté scientifique pourrait être leur régime alimentaire unique. Les habitants de Hunza et du reste du Gilgit-Baltistan ont eu un impact profond sur leur environnement et ont transformé le paysage d'origine, qui était autrefois désolé, en un véritable paradis. À une altitude supérieure à 2500 mètres, la vallée était à l'origine dépourvue d'arbres et de cultures, composée uniquement de buissons et d'herbes de montagne. Au fil des siècles,
les habitants de Hunza ont introduit des arbres fruitiers, tels que les cerisiers, les abricotiers, les pêchers et les noyers, ce qui a permis de réduire l'érosion, et grâce à l'irrigation, ils réussirent à cultiver de nombreuses variétés de céréales, telles que le sarrasin et le blé. Ici, on utilise la farine de blé, la farine de l'orge et la farine de petit pois. Donc, il y a 3 genres de farine qu'on utilise ici. Et ça, c'était la base. Maintenant, on produit très peu de l'orge et de l'autre de petit pois. Et on utilise que du blé. Donc, à la base, c'est ça. Et ça, c'est commun ici dans le vallée centrale et un peu dans les vallées lointaines, quoi, à Chiposan et à Xingshan. Les sols fertiles et l'environnement non pollué contribuaient à la production de fruits, de légumes et de céréales de haute qualité. L'élevage de yaks, vaches, moutons et chèvres permit aux habitants de survivre et de compléter leur alimentation avec des produits laitiers ou de la viande lorsque les récoltes étaient insuffisantes. Le lait, le yaourt et le fromage étaient largement consommés et revêtaient une grande importance, en particulier pour les personnes passant beaucoup de temps dans les hauts pâturages. Dans l'ensemble, la cuisine de la vallée de Hunza fut principalement influencée par sa situation géographique. La vallée était isolée de ses voisins pendant des siècles, en raison de passages dangereux et d'étroits sentiers de montagne. À cause de cela, peu de produits ou d'épices étrangères étaient importés et utilisés dans l'alimentation locale. La plupart de ce que les gens mangeaient était cultivé localement et biologiquement. Et peu d'épices étaient traditionnellement utilisées, contrairement au reste du Pakistan. En conséquence, la cuisine locale était simple mais savoureuse. L'essentiel de l'alimentation locale reposait sur des céréales anciennes, des fruits, de l'huile d'abricot, des produits laitiers et une quantité limitée de viande. Les animaux étant trop précieux pour être consommés, car ils jouaient un rôle important en tant que source de lait, de laine, de main-d'œuvre et de transport. La vallée de Hunza abrite de nombreux super aliments. Même s'il n'existe pas d'études scientifiques montrant clairement l'impact distinct de l'un ou l'autre de ces derniers, ils font partie d'un régime alimentaire sain et riche en composés chimiques très intéressants qui ont probablement contribué dans une certaine mesure à la santé et à la longévité de la population locale. En premier lieu parmi ces super aliments se trouvent les abricots de Hunza. Il est difficile de dire comment les abricots sont arrivés à Hunza, mais la vallée est proche de l'un des centres de domestication de ce fruit en Asie centrale. De nombreuses histoires sont racontées sur l'origine de l'abricot, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que celles-ci sont très anciennes. Disons qu'on raconte différemment de l'histoire de l'abricot ici. Mais on dit que quand Alexandre le Grand a passé, quelques personnes de son armée sont venues dans cette région. Donc on dit que c'était des Grecs à l'époque et qui ont peut-être amené les noyaux d'abricots. Peut-être, on ne sait pas, de voisinage, quoi. Ça peut être de l'Iran ou de l'Afghanistan ou peut-être comment ça s'appelle, de côté Chine ou quelque part. Mais ils les ont plantés ici. Donc, depuis, on a cet abricot dans la région. Les abricotiers de Hunza poussent à des altitudes de 1200 à 2900 mètres dans les contreforts de la chaîne de montagnes du Karakoram. Les arbres eux-mêmes sont assez uniques et bien adaptés à leur environnement. Ce sont des arbres extrêmement robustes qui peuvent supporter des températures hivernales allant jusqu'à moins 30 degrés et des températures estivales de 40 degrés. Beaucoup de ces arbres sont des variétés sauvages et la plupart naissent de graines sans être greffées. C'est pourquoi la diversité génétique des abricots dans la région est très élevée. De plus, il n'y a pas de grandes plantations d'abricotiers. La plupart appartiennent à des familles et le plus grand producteur d'abricots de Hunza au Pakistan ne possède que 150 arbres. Le fruit lui-même est distinctif. Les abricots de Hunza sont de petits abricots ronds. Ils sont sucrés et pas fumés. Les abricots sont au cœur de la culture alimentaire locale à Hunza et sont incorporés sous de nombreuses formes dans l'alimentation des habitants. Les locaux les consomment frais, en font du jus, de la confiture, du vinaigre, les sèchent pour les conserver plus longtemps et en font même du vin. Avec l'abricot, on le sèche et avec l'abricot sec, on faisait de
Dao dao, ça veut dire genre de la soupe pendant l'hiver ou n'importe quelle saison. Et ça, c'était très, très bien pour la santé. Donc, on utilisait l'abricot sec sur toute l'année. Et ça, quand les gens qui viennent pour faire du trek là, qui vont dans les montagnes, s'ils ont rien et ils ont de fruits secs, de l'abricot sec, ben, ils peuvent aller n'importe où parce que ça te donne beaucoup de force. Cependant, l'utilisation réelle qui distingue Hunza et ses habitants du reste du monde est qu'ils consomment les noyaux et en font de l'huile. C'est précisément cette abondance d'abricots dans la cuisine locale que les scientifiques estiment avoir contribué dans une certaine mesure à la longévité et à la santé des habitants. L'huile d'abricot en particulier, car elle est riche en vitamine B17, également connue sous le nom d'amygdaline, que certains estiment aider à lutter contre le cancer, même si cela n'est pas scientifiquement prouvé. L'huile d'abricot était la base de la nourriture ici à Hunza. Dans chaque chose, on utilisait l'huile d'abricot. Même quand c'est l'hiver et il y a un bébé qui tousse, alors on donnait sur une petite cuillère, l'huile d'abricot et il toussait plus, quoi, parce que c'est vraiment, en même temps, c'était le genre de médecine aussi. Un autre super aliment unique à Hunza est le tumoro, une espèce de thym sauvage utilisé comme thé vert qui pousse dans les hautes pâtures du Karakoram. Tumoro, c'est une tisane, c'est le thé vert, mais on peut le mélanger avec le pain traditionnel qu'on fabrique, le pain dur, on dit. Il y a d'autres qui s'appellent yichor, il y a 16 ou 17 herbes à Shemshal qui ont une place spécifique pour différents repas ou différentes causes, quoi. Il y a d'autres herbes qu'on utilise pour les malades, disons. Si on a mal à la tête, on utilise d'autres tisanes. Mais on ne connaît pas à l'extérieur de Shemshal, on ne connaît pas tout ça. Ici, c'est très... Disons qu'il y a 3 ou 4 herbes qu'on connaît, mais à Shemshal, il y en a à peu près 16 et 17 herbes qu'on utilisait depuis des années. Mais il y a aussi des légumes à Shemshal qui curent le cancer. Alors ça, c'est testé, vraiment. Il y avait une dame qui mangeait beaucoup de cette légumes. Et quand on était malade, et on l'a ramené à l'hôpital à Karachi, à l'hôpital de Nagano, et on a regardé son cas et tout. Ils ont trouvé qu'ils ont analysé qu'elle était cancer. Et ils étaient étonnés que voilà, elle était vraiment malade. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a duré tellement longtemps? Donc, après, ils ont demandé, et là, les gens de Shemshal ont dit que non, elle mangeait une espèce de légumes dans les pâturages. Parce que tout le village connaissait que c'est elle qui mange que ça. Et ça a vraiment duré son âge et ça a poussé son maladie vraiment sur à peu près sur 20 ans. Donc, ça, c'est très, très connu. Et voilà, il y a plein de choses comme ça à Shemshal dans les hautes pâturages. Une partie du régime alimentaire de la vallée de Hunza qui est partagée par tous les habitants est de boire de l'eau directement issue des glaciers voisins. Cette eau de Hunza, à ne pas confondre avec les spiritueux à base de fruits également consommés dans la région, a été théorisée par certains scientifiques comme étant à l'origine de la santé et de la longévité des habitants de la vallée. Les recherches du Dr Patrick Flanagan et du Dr Henry Coenda sont souvent citées comme référence. Cependant, il n'existe pas une abondance de littérature scientifique confirmant ou réfutant leur découverte. L'eau prélevée directement des glaciers est presque totalement pure et en tant que telle a une valeur nutritionnelle limitée. Cependant, plus bas dans la montagne,
l'eau en contact avec les roches sur son chemin s'enrichit de nombreux minéraux, dont le potassium, le calcium, le fer et d'autres minéraux utiles. L'eau prend un aspect laiteux et est consommée sans être filtrée par les habitants de la région. Le docteur Flanagan a montré que l'eau de Hunza contenait certains minéraux et silicates originaires des montagnes environnantes. Il a affirmé que ces minéraux conféraient à l'eau de Hunza des propriétés inhabituelles et bénéfiques pour le corps humain. On dit que l'eau de Hunza a des propriétés antioxydantes, qu'elle facilite la livraison de nutriments, qu'elle aide le corps à neutraliser les acides et à réguler les niveaux de pH. Selon lui, l'eau de Hunza est sensiblement similaire à l'eau entourant nos cellules, ce qui entraîne une meilleure hydratation cellulaire et une meilleure absorption des nutriments pour les personnes qui la consomment. Il est difficile de dire sans études plus approfondies si cette eau possède autant de qualités magiques et si elle a réellement un impact sur l'espérance de vie. Mais ce qui est certain, c'est que l'accès à une eau riche en minéraux non pollués peut contribuer à aider les gens à rester en bonne santé. Complétant le régime alimentaire, un autre élément joue très probablement un rôle crucial dans la santé et la longévité des Hunzakuts, leur mode de vie. L'environnement dans lequel vivent les habitants de Hunza est montagneux et présente un terrain extrêmement accidenté. Les villages sont extrêmement isolés et construits à flanc de falaise. Les habitants de Hunza n'ont pas d'autre choix que de naviguer dans les passages difficiles et les crêtes abruptes. Les terres cultivables ne se trouvent pas toujours directement à côté de leur maison et certains pâturages sont localisés à plusieurs jours de marche du village. La plupart des villageois travaillaient dur dans les fermes depuis leur enfance et faisaient de l'exercice tous les jours. Les personnes âgées que j'ai rencontrées travaillent encore passé 60 et même 70 ans. Ils ne voudraient en aucun cas changer cela. Certaines personnes sont revenues dans leur village après avoir séjourné chez leurs enfants en ville, ne supportant pas l'idée de ne pas travailler et de ne pas s'occuper de leurs champs. Le mode de vie traditionnel des habitants de Hunza est simple et permet aux gens de rester en excellente forme physique jusqu'à un âge avancé. Une autre pièce du puzzle est la santé mentale et la vie en communauté des habitants de la vallée. Les habitants de Hunza ne connaissaient pas le stress de la vie urbaine moderne et vivaient à un rythme plus lent, ce qui est probablement important car le stress chronique et l'anxiété ont été prouvés comme raccourcissant l'espérance de vie. On pense que les habitants ont un état émotionnel supérieur, vivant en paix et au sein d'une communauté soudée. Les liens significatifs, la formation de relations nourrissantes et le soutien réciproque sont courants dans les communautés de villages de campagne, comme à Hunza. Certains articles ont qualifié les habitants de Hunza de gens les plus heureux de la Terre. Cela peut jouer un rôle dans leur longévité, car le fait de se sentir heureux a un impact positif sur l'état émotionnel des personnes. Enfin, certaines sources et anecdotes ont attribué la longévité perçue des habitants à leur adhésion à l'islam ismaélien, une secte de l'islam chiite suivie par la majorité de la population de la région. On suggère que l'accent mis par la communauté ismaélienne sur le bien-être spirituel, le soutien social et les valeurs positives peuvent contribuer à la santé générale et à la longévité de ses membres. Cependant, bien que les habitants de Hunza aient été autrefois célèbres pour leur longévité exceptionnelle, les choses ont changé et même les habitants reconnaissent l'impact de ces changements sur leur mode de vie, leur santé et leur bien-être. L'achèvement de la construction du Karakoram Highway, la plus haute route internationale au monde, en 1978, joua un rôle crucial dans tous les changements qui bouleversèrent la vallée. Construite par la Chine, cette route de 1280 km reliant le Pakistan à la Chine désenclava la vallée de Hunza et altéra en profondeur et de manière permanente le mode de vie des habitants de la vallée. Ces dernières années, l'urbanisation et la transition vers un mode de vie plus sédentaire ont progressivement modifié les pratiques et les habitudes traditionnelles de la communauté. Avec l'arrivée des communautés modernes et des influences occidentales, les habitudes alimentaires se sont éloignées des repas riches en nutriments et à base de plantes qui caractérisaient autrefois la cuisine de Hunza. Les aliments transformés, les boissons sucrées et les choix alimentaires malsains sont devenus plus répandus, contribuant à une baisse de la santé globale. Our Hunza people are very but fortunate. They grow crops in their field and they use it. Even we are
using the which naturally is coming from our field. But nowadays when we mixed, we are getting food from outside. It is making problem for us. In the old time, our grandparents, our families are using original food. Wheat, barley, and green peas. And now we started potato. But that is also organic food. Rice, the other thing which we are using here, it is making little bit upperly beautiful, but under it is making problem. It is changing our life. It is making us our life short. In my life is very, very big changing. Our life is completely different, and our children's life is a very big different. It's not small different. Very, very big different. I say for you because before everything is 100% pure foods, and now is 90% is not good food, and 10% is our pure food. And this food is also for some house, like I am still working for field and for everything, for the trees, for the yaks, for the sheep, for the everything. I work very hard, and this is 100% pure. Some people have money, they make money from downside, and they bring from downside to the very bad things like a cooking oil, like every foods. They bring from downsides, and then the people said, "Oh, that is good. Everything is like this, like this, like this." Les plats quotidiens qui sont mangés dans la région ressemblent de plus en plus à ce qu'il se fait dans le reste du Pakistan. I and my wife, we stay here, and my children is there. This cooking is, if our children is coming, they don't like to the 100% pure food. They said they eating from Punjab, from different, and they said, "Oh, this is good. We make like this." Avec la mondialisation et l'adoption d'un mode de vie moderne, nombre de villages de la vallée ont observé une perte de leur population, en particulier de la population jeune, partie dans les villes pour trouver du travail. Cela a impacté la vie communautaire et l'état d'esprit de la nouvelle génération. Là où la vie dans les villages était simple et remplie de liens humains importants, ce changement a apporté beaucoup de stress et de nouvelles sources d'inquiétude aux habitants de Hunza. But nowadays we are looking. People are coming from America, from Russia, from China. We are looking them and we are thinking too much. Therefore it is making. Une bonne partie des aliments traditionnels originellement produits dans la région ne sont plus consommés par les locaux, mais gardés pour être vendus aux touristes ou exportés à l'international. C'est ce qui est drôle, c'est que les gens maintenant, on mange pas tout ce qui est précieux pour notre santé. Par exemple, les fruits secs, on sèche les abricots, on sèche le pomme, on sèche d'autres fruits là, plein de fruits ici, et on les vend dans le marché. Et on achète, à la place, on achète des choses qui sont pas bien pour la santé. Et parce qu'ici, il y a beaucoup de demandes par les touristes qui veulent acheter les abricots secs, l'amande de abricots et tout ça. Et presque dans toutes les maisons, on ramasse tout ça et on les vend dans le marché. Et on achète n'importe quoi, donc qu'on utilise pour nous. Donc ça, c'est vraiment triste, ça c'est triste. Mais les gens font ça parce que d'un côté, ça leur donne beaucoup d'argent pour que les gens puissent payer les frais de les enfants au collège, à l'université. De plus, le passage à des emplois sédentaires
et une réduction de l'activité physique ont conduit à une diminution des niveaux d'exercice quotidien et de travail physique. Ces changements de mode de vie, associés aux facteurs environnementaux et aux pressions de la vie moderne, ont malheureusement entraîné un déclin de la fameuse longévité de la santé des habitants de Hunza. Les gens, ils n'ont pas les mêmes occupations parce qu'avant, on travaillait toute la journée presque dans les champs, ils accompagnaient les animaux pour aller dans les pâturages et que maintenant, c'est plus comme ça. Donc les gens sont devenus commerçants et ils restent dans les plupart du temps dans les magasins et tout, et ils n'ont pas les mêmes stamina ou d'activité, quoi. Donc, du coup, le taux de l'âge a baissé. Disons que maintenant, au moyen, les gens vivent pas centenaires, mais dans les 80, quoi. Donc, ça a baissé, pour moi, ça a baissé à peu près 20 ans de cette que à la base était centenaire, quoi. Cela rappelle l'équilibre délicat entre la préservation culturelle et les défis imposés par un monde en évolution rapide. Ces dernières années, les habitants de la vallée de Hunza ont adopté une approche innovante en trouvant de nouvelles utilisations pour leurs produits traditionnels et l'introduction de hamburgers de yak dans leur répertoire culinaire. Les yaks, des animaux robustes et résilients, originaires de la région, sont depuis longtemps appréciés pour leur lait, leur laine et leur utilisation comme bête de somme. Cependant, la communauté locale a reconnu le potentiel de la viande de yak en tant qu'alternative délicieuse et nutritive. Le yak qui mange les mêmes herbes à 4000 ou 5000 mètres que l'ibex ou d'autres, disons, le bleu chiffre, qui sont très très chers. Il y a une personne qui vient dans les montagnes, qui chasse là, qui paye une fortune pour chasser un ibex, et que nous, les yaks sont vraiment, c'est le plus grand pâturage de la vallée de Hunza à Chemchal. Il y a au moyen, il y a 1000 ou 2000 yaks chaque année dans le pâturage. Donc, quand nous on mange la viande de yak, c'est comme si on mangeait de l'ibex, quoi. C'est la même chose. En créant des hamburgers de yak, ils ont non seulement élargi leur offre culinaire, mais aussi exploité une source de protéines durable et respectueuse de l'environnement. Ces hamburgers de yak offrent une option maigre et savoureuse, riche en éléments nutritifs essentiels et faible en gras. En plus de l'introduction des hamburgers de yak, ils ont également adopté l'utilisation d'abricots et de noix dans des gâteaux délicieux. Ces douceurs sucrées, imprégnées des saveurs naturelles des abricots et complétées par la richesse des noix provenant de sources locales, sont devenues un ajout délicieux aux offres de desserts de la région. De plus, l'esprit innovant des habitants de Hunza s'étend également à leur plat salé. Les herbes traditionnelles, connues pour leurs propriétés médicinales, font désormais leur entrée dans les recettes de pizza, ajoutant une touche unique à ce plat international bien aimé. Mon petit frère qui était spécialiste de pizza, il était rentré de Karachi et ici il y avait beaucoup de demandes par les touristes qui voulaient vraiment manger pas les plats locaux mais quelque chose de différent, donc un peu dans les villes. Donc j'avais dans la tête comme quoi on doit essayer le pizzeria. Donc comme ça j'ai commencé, j'ai ouvert le premier pizzeria à Karimabad qui a donné un superbe résultat et comme ça j'ai embauché pas mal de jeunes là-bas. Après, on a en équipe, on a créé ici sur le lac à Tabad et puis à Aliabad ici. Et après, l'année dernière, on a ouvert sur Hosseini, ce point suspendu là-bas. Donc comme ça, on a 4 endroits. Et puis pendant la saison, on donne le travail à peu près 21 jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qui était mon but, d'aider un peu les jeunes parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail ici. Les jeunes qui viennent terminer leurs études dans les villes, ils viennent ici. Après, ils n'ont plus rien à faire, donc comme ça. Et ça va continuer. On a l'intention de un peu aller à Gilgit aussi avec une branche et après, on doit aller sur Islamabad et petit à petit, vraiment élargir cette business, quoi.
et embaucher plus de jeunes. Voilà. Donc, la seule chose que nous, on a changé dans le pizza classique, entre pizza classique et chez Pizza Pamir. Et donc, nous, ce qu'on a fait, on a essayé de mélanger de l'herbe dans notre pizzeria que personne connaît ici. Et quand ils goûtent, alors ça leur donne vraiment une autre goût, quoi. Ça, c'est différent chez nous. De plus, la polyvalence d'un arbuste appelé Sea Buckthorn, qui produit une baie vibrante et nutritive que l'on trouve en abondance dans la région, a été explorée dans diverses applications. Des boissons rafraîchissantes aux confitures, gelées et même des produits de soins de la peau. Les habitants de Hunza exploitent le potentiel de ce petit arbuste pour créer une gamme de produits délicieux et bénéfiques. Grâce à ces utilisations inventives d'ingrédients traditionnels, la scène culinaire de Hunza continue d'évoluer, mettant en valeur l'engagement de la communauté à préserver son patrimoine tout en embrassant de nouvelles possibilités.